toutes les personnes qui ont concouru à cette étude sont représentées aujourd'hui. Peut-être je vous laisse la parole si on commence par l'Institut, Dany et Jérôme. Oui, bonjour à tous. Daniel Nguyen-Long, donc de l'Institut Paris Région, directeur du département mobilité et transport, euh, et Mer accompagné de Jérôme qui a coordonné cette étude avec Aurore Fabre-Landry et toute une équipe. merci. Jérôme Bertrand, donc de l'Institut Paris Région, chargé d'études au département mobilité et transport. Romain? Romain? Romain, ton micro marche pas. Pardon. Romain Albera, bonjour, en charge responsable des études et data à la DG Transilien, donc notamment tout ce qui touche à la connaissance client et au trafic. Aurore, dont tu as cité déjà. Oui, bonjour, Aurore Fabre-Landry, donc je dirige le cabinet de conseil Sustainable Mobilities, qui a pour vocation d'accompagner la transition vers une mobilité plus durable à travers des études et la conduite de projets de terrain. Et Maïté. Bonjour à tous, Maïté Thirouin. Donc, je pilote les travaux de l'équipe Patterns chez Hove, qui est la filiale digitale de Keolis, et on a un savoir-faire particulier sur les traces GPS. Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter les travaux de l'équipe aujourd'hui. Merci. Et donc, je suis Agnès Grisolio, je pilote la Mass Transit Academy, qui est un dispositif commun au groupe SNCF et qui étudie en particulier toutes les activités Mass Transit. Alors, les spécificités de l'exploitation Mass Transit en Île-de-France. On fait beaucoup aussi de learning expédition à l'étranger pour étudier ce qui s'y passe. Et on a été à l'initiative de cette étude. On va en parler peut-être sur le slide suivant, puisqu'il est important de regarder l'exploitation, bien sûr, mais aussi les évolutions de la mobilité, de la société aussi. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec cette étude partenariale qu'on mène avec l'Institut Paris Région. Si, Dany, tu veux me dire 2 mots, puis après, je pourrais aller un peu plus avant sur cette introduction. Oui, donc je me réjouis effectivement de cette collaboration avec les différents partenaires depuis maintenant 3 ans. On est sur une 4e année de travail collaboratif sur le sujet du mass transit, de ses atouts. Et donc, pour nous, on travaille avec Transilien depuis de bonnes dizaines d'années maintenant, mais vraiment ces travaux, je trouve, sur le mass transit sont vraiment les visibles, les plus remarquables, et donc qui donnent lieu à des notes rapides qui sont valorisées. Et donc, c'est un modèle de partenariat que nous, voilà, moi, je le présente toujours comme le modèle à nos 40 autres adhérents de l'Institut Paris Région, qui est une association de loi 1901. Et donc, écoute, merci Agnès pour d'avoir lancé cette idée il y a déjà 4 ans, et puis à toute l'équipe, et puis notamment donc à Aurore et Jérôme qui ont coordonné ce travail. Sur le Mass Transit, je tiens juste à signaler qu'on travaille aussi sur un projet européen qui s'appelle Upper, que vous trouvez, il y a un site internet, vous trouvez très facilement, et qui vise également à développer, à promouvoir les transports en commun. Il y a 40 partenaires, et donc qui proposent des mesures, et donc on pourra peut-être s'appuyer sur ce projet également pour travailler, j'espère encore en 2024-2025, dans notre groupement sur ces différents sujets. Voilà, je laisse la parole. Merci, Dany. Je donne la parole à Agnès. Oui, donc pour vous dire sur cette étude, donc comme l'a dit Dany, c'est la 4e. Donc on avait lancé la toute première en 2020, donc en plein. Enfin, on a été percuté par le Covid, et en fait les 3 premières éditions, on les a consacrées essentiellement à l'évolution du travail et du télétravail surtout, et donc sur les motifs travail du mass transit.
en sachant que c'est souvent, voire même presque à 99%, ce qui est le plus étudié. Et c'est là où on a le plus de données, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en job, comme on dit, c'est en jour ouvré, et notamment le motif travail et beaucoup les abonnés. Donc là, il y a beaucoup d'études, beaucoup d'analyses, et finalement, il y avait 2 angles morts qu'on n'avait jamais étudiés. Donc, angle mort, c'est pas très joli, mais disons, voilà, des sujets orphelins ou des terra incognita qu'on n'avait jamais étudiés, que sont la mobilité le week-end et la mobilité loisir, et notamment la mobilité aussi des touristes. Évidemment, avec le contexte que vous connaissez bien, qui est celui des Jeux Olympiques, qui vont arriver très très bientôt, là maintenant dans notre région, il était important de se pencher sur et d'éclairer ces sujets. C'est ce qu'on a fait avec cette étude et dont on va vous partager les résultats. Je ne sais pas si vous savez, mais pour les Jeux Olympiques, on parle souvent de test event, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut permettre de tester avant. Et on a eu la Coupe du monde de rugby. Et donc, Romain vous en parlera. On a aussi utilisé cette opportunité de la Coupe du monde de rugby pour mieux connaître les attentes et les usages des spectateurs d'un événement mondial pour éclairer pour les Jeux Olympiques. On a vraiment, du coup, beaucoup d'éléments à partager avec vous, le tout dans un contexte, au-delà des Jeux Olympiques, de changement climatique et de décarbonation. Et c'est toujours un angle qu'on éclaire aussi dans nos 4 études. Voilà, je laisse la parole à Romain. Je viens juste un peu de lancer le sujet par rapport aux touristes et aux Merci spectateurs des Agnès. Jeux. Merci. Alors, effectivement, à quelques mois des Jeux Olympiques, nous nous sommes interrogés, donc moi je vais vous présenter la partie sur les touristes, nous nous sommes interrogés sur quel type d'événement pourrait être étudié pour justement étudier les comportements de mobilité, les pratiques de déplacement de ces touristes en Île-de-France, identifier leurs besoins, leurs attentes et voir s'ils profitaient d'un déplacement pour réaliser des visites un peu plus lointaines en Île-de-France de sites par exemple. Donc effectivement, la Coupe du monde de rugby a permis de réaliser cette grande enquête que nous avons conduite avec BVA au Stade de France. L'idée était de réaliser ce qu'on appelle une enquête flash, donc de profiter de la venue des visiteurs au Stade de France pour la Coupe du monde de rugby pour les interroger sur leurs pratiques de mobilité, de déplacement dans le cadre de ce déplacement. Donc nous avons interrogé plus de 2000 personnes sur 4 soirées de match. À noter que ces 2000 répondants sont tous des touristes. Donc en fait, on est sur la partie des Français sont des non-franciliens et les étrangers, effectivement, viennent d'autres pays. Pour vous donner un ordre d'idée, on était sur à peu près 1/3 de répondants français, 2/3 d'étrangers. Et parmi ces étrangers, on en a 2/3 d'Européens. D'accord? Donc c'est aussi dû à la spécificité des matchs, des dates, voilà, mais on était sur 1/3, 2/3. Alors déjà, par rapport à leurs caractéristiques et leurs données de profil, on a déjà des premiers enseignements intéressants. C'est que plus de 8 sur 10, donc 86%, connaissaient déjà l'Île-de-France avant de se rendre à un match de la Coupe du monde de rugby. Donc ils s'y sont déjà rendus et ne sont donc pas dans la position d'une première venue pour un déplacement. Ils ont déjà pu expérimenter les transports en Île-de-France, pour certains. Dans les mêmes proportions, on est sur 84% qui réalisent des déplacements non motorisés, donc sans voiture, sans taxi, sans VTC. Ce qui est une part importante et donc vous vous en doutez, on l'étudiera tout à l'heure pour voir la part notamment du mass transit là-dedans. Et les 2/3 se déplacent en groupe de 2 à 5 personnes. Ils ont des séjours d'à peu près 2 à 5 nuits et logent pour la plupart dans Paris Intramuros, donc pour les 2/3. Les grands groupes qui se déplacent à plus de 15 personnes sont vraiment très faibles en proportion et ça ne représente que 4% des effectifs. Donc voilà, le plus gros en fait de la masse, c'est dans les groupes de 2 à 5 personnes, 2 à 5 nuits et qui logent dans Paris. Lorsqu'on les interroge sur les déplacements autres que celui qu'ils ont réalisé pour se rendre au Stade de France, 41% déclarent avoir effectué des visites touristiques dans le cadre de leur séjour. Donc, en dehors de ce déplacement pour le match, 41% vont visiter des sites. Et près d'un quart rendent visite à de la famille.
passer au slide suivant. Donc là, c'est moi qui Pardon, reprends la main. je te reprends la Peut-être, main. elle est figée, là, la data vis? Ouais. Non, elle se déroule, voilà. Tu l'as lancée? Je n'ai pas vu, Aurore. Oui, voilà. Ouais. C'était pour vous commenter cette data visualisation. Donc, on est sur 76% des touristes spectateurs qui sont venus au Stade de France en mass transit pour cet événement. Donc là, on est sur la finale de la Coupe du monde de rugby. Et c'est éclairant parce que comme on sera à 100%, c'est en tout cas c'est vraiment l'objectif des Jeux de Paris 2024, on sera à 100% des spectateurs qui viendront au Stade de France, enfin en transport en commun. Donc on a fait cette data visualisation puisqu'il y a il y a deux modes principaux pour se rendre au Stade de France, en plus de la 13. Et la 12 qui est toute petite, c'est la B et la D. Pour ceux qui sont déjà allés au Stade de France, c'est sûrement un des modes que vous avez pris. Là, on est sur le retour, donc ça permet de visualiser ce qui se passe. Peut-être tu peux la relancer, Aurore. Ce qui se passe quand le Stade de France se vide. On voit là, dans la gestion des flux, que la quasi-totalité se déverse vers la B et beaucoup moins vers la D, qui pourtant est beaucoup plus capacitaire. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus loin, on le voit bien là sur la data visualisation, ce qui permet cette data visualisation. Donc de voir aussi les moments, donc ça s'éclaire en jaune ou en orange, les moments où la densité commence à être vraiment très forte. Pour ceux qui sont allés, c'est quand on fait de la rétention notamment, c'est-à-dire que sur le parvis de la gare de la Plaine, on fait de la rétention en attendant que le quai se vide et que la navette suivante arrive pour pouvoir de nouveau la remplir, donc du RER B. Et ça nous donne une idée de la gestion des flux qu'il faudrait qu'on ait avec les forces de l'ordre, bien sûr, et le COJO, le jour où on aura donc des événements, les jours où on aura des événements au Stade de France. Si on veut que d'autres modes soient utilisés, notamment la D, on aura aussi le FUP, le franchissement urbain Pleyel, qui va changer aussi la donne. Mais néanmoins, on voit bien qu'aujourd'hui, naturellement, ou avec la gestion de flux actuelle, beaucoup de spectateurs vont sur la B. Voilà, ça vous donne une idée aussi de ce qu'on utilise et en quoi la data visualisation peut être aussi un bon élément pédagogique pour éclairer les décisions de gestion de flux pour des événements majeurs comme les Jeux Olympiques. Alors donc, comme vous venez de le voir, en fait, le mass transit est largement utilisé pour se rendre à cet événement de la Coupe du monde. Il l'est aussi également pour les visites en fait, qui sont réalisées au cours du séjour de ces touristes, puisque 78% d'entre eux utilisent le mass transit pour des déplacements. Donc, parmi les personnes qui se rendent par exemple sur le parvis de Notre-Dame ou à la Grande Arche de la Défense, eh ben 8 sur 10 s'y rendent en mass transit. De la même manière, pour des sites touristiques en dehors de Paris, donc plus éloignés, et des sites visités comme Versailles, la basilique Saint-Denis d'Ipnée, là, on est sur des proportions entre 69 et 75%. Et enfin, pour les visites plus personnelles pour de la famille, des amis, là, on est sur l'ordre de 7 personnes sur 10. Alors, juste après le mass transit, qu'est-ce qui est utilisé en deuxième rang? Eh ben, c'est la voiture, le taxi et également le bus. Sur la partie droite du slide, donc on a interrogé ces personnes sur les raisons de choix ou de non-choix du mass transit pour leur déplacement en Île-de-France. Donc pour les raisons de choix, ce qui ressort en premier lieu, c'est vraiment la facilité d'utilisation. C'est facile à prendre pour le déplacement, on ne se pose pas de questions. Également la rapidité, on reconnaît vraiment le rapport, le gain en fait pour de temps en déplacement et un peu plus en retrait, mais tout de même affirmé le prix. En revanche, lorsqu'on les interroge, donc les personnes qui n'ont pas utilisé le mass transit pour savoir pourquoi finalement ils se sont tournés vers un autre mode de transport, le premier motif, la première thématique, là c'est un regroupement de réponses que l'on a réalisé, c'est ce qui touche, c'est la desserte. C'est la desserte qui ne convient pas. Donc dans la desserte, il y a plusieurs notions, c'est tout ce qui est la durée du trajet, les horaires, c'est mal desservi, la fréquence qui ne convient pas pour ces personnes. La deuxième thématique qui ressort, toujours en regroupant plusieurs réponses, c'est la complexité.
Donc, quand on parle de complexité, c'est quoi? C'est le fonctionnement du réseau. C'est dur à comprendre comment ça marche. Et c'est aussi tout l'enjeu qu'il y a derrière la biéthique ou les difficultés de compréhension de la biéthique, des titres à acheter, d'utilisation. On peut noter qu'il n'y a pas du tout de sujet qui ressort là sur tout ce qui touche notamment à la sécurité, par exemple. On peut passer au slide suivant, merci. Alors, sur un petit rappel avant de rentrer dans les chiffres. Donc, on rappelle que 41% des visiteurs de la Coupe du monde de rugby réalisent des visites touristiques. D'accord? Donc déjà, c'est 41%. Et donc, parmi ces personnes qui effectuent des visites, eh bien, on en a un peu plus de la moitié qui se rendent sur le parvis de Notre-Dame, 18% à Versailles. Donc déjà, on voit un écart quand même important dans le ratio entre le site de Paris Intramuros et un site plus éloigné de Versailles qui pourtant est facilement accessible en transport et notamment en mass transit. D'autres exemples, parmi ces personnes qui réalisent des visites, eh bien, on en a 16 personnes qui se rendent à la basilique Saint-Denis. Donc là, ça peut être aussi lié au contexte de la Coupe du monde de rugby qui se déroulait à Saint-Denis. Un peu plus d'1 sur 10 à Disney et 5% au château de Fontainebleau. Tout ce qui touche aux visites professionnelles, aux déplacements pour la famille, les amis, les 3/4 en fait sont réalisés dans Paris uniquement. Alors finalement, avec ces résultats, on peut s'interroger sur comment encourager ces touristes à se rendre sur des sites franciliens remarquables. Alors ça peut être en mettant en valeur l'attrait, les modalités d'accès aux principaux sites touristiques qui bénéficient d'une très bonne desserte en mass transit pour ces sites qui sont hors Paris. Quand on parle d'une très bonne desserte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ces sites sont quand même accessibles, finalement à moins de 30 minutes, depuis Paris, en mass transit, avec moins de 10 minutes de marche à pied, depuis la gare d'arrivée. Donc c'est vraiment facilement accessible. La différence, c'est que c'est en dehors, de Paris. Il peut être envisagé des supports de communication largement diffusés dans le métro, dans les hôtels, dans des plateformes de type Airbnb. Et enfin, ça peut être aussi de rendre plus facile un travail sur, l'appréhension du réseau et son fonctionnement, étant donné que c'est une thématique qui ressort en premier lieu comme motif de non-utilisation pour faciliter, cette appréhension, cette compréhension et pousser les touristes à utiliser le mass transit, en particulier en dehors de Paris. Avec un point sur le choix du type de transport et pour encourager l'achat au forfait jour, on n'avait pas mis le chiffre ici, mais à titre d'information, 3/4 des visiteurs, du Stade de France avaient acheté un titre unitaire pour se rendre au stade, sachant qu'il reste quand même, pour la plupart, plusieurs jours, heu, en Île-de-France pour leurs déplacements. Donc voilà pour ces principaux résultats sur l'étude réalisée auprès, des touristes, qui se rendaient à la coupe du monde de rugby. Et je vais passer, la parole du coup à mes collègues pour la partie d'études sur les Franciliens. C'est Jérôme qui prend la Ouais. relève. Donc, on a eu 2 volets. Donc, Romain a exposé le volet, concernant les touristes. Là, on commence à regarder le 2e volet qui est celui qui concerne, l'étude sur, un regard sur la mobilité des Franciliens, le week-end, avec à l'esprit, les enjeux d'accès à la nature et aux loisirs. Et il est important aussi pour une région comme, aussi dense que l'Île-de-France, de rendre accessibles, les espaces de respiration au plus grand nombre, en particulier aux ménages non motorisés et aussi aux ménages les plus défavorisés. Donc les objectifs sont d'une part, l'amélioration du cadre de vie, et aussi, pour aussi essayer de maintenir le plus possible les Franciliens, réduire notre sol migratoire. Et aussi, ce qui est important et vital, c'est l'adaptation au réchauffement climatique, en donnant une possibilité de s'éloigner en journée face aux grandes chaleurs, suffocantes que subissent les villes, hyper denses. Voilà. Donc on a regardé auparavant, on a actualisé, pour voir la mobilité en semaine, on a actualisé notre petit observatoire, sur la mobilité de semaine, pour après comparer à la mobilité du week-end.
Donc nous avons actualisé le suivi de l'évolution des trafics avec une nouveauté, c'est qu'on a changé les chiffres de trafic routier parce que dorénavant, on a la DIRIF et la DRIEAT nous a mis à disposition les comptages sur l'ensemble du réseau routier structurant national. Et après, on a aussi traité les données de validation de télébillettique mises à disposition par Île-de-France Mobilité et pour voir ce suivi. Alors, bien sûr, on voit le décrochage du mass transit lors des années de Covid, et puis une remontée à plus lente que le trafic routier, mais qui arrive maintenant à un niveau, même en dernière semaine de novembre-décembre, on atteint des niveaux autour de 95-96% par rapport à l'avant Covid, alors que même que l'offre n'est pas tout à fait au même niveau que novembre 2019 et qu'il y a la pratique du télétravail qui s'est installée durablement et en particulier pour les âgés de Transilien, mené une enquête précédente l'année dernière. Et aussi, troisième élément, il y a aussi du report modal sur le vélo, notamment pour le domicile-travail. Donc malgré cela, malgré tous ces événements, ces changements de mobilité, on a bien une demande qui est toujours bien présente dans le mass transit et qui revient, peut-être pour diverses raisons, on ne sait pas encore. Certainement, il y a toujours une croissance démographique, même si elle est un peu plus faible que les autres années. Et il y a toujours de l'emploi, de la croissance de l'emploi et le retour des touristes. Donc, on a regardé aussi, on a suivi les effets du télétravail. Donc, on constate toujours un niveau de quasiment un actif sur 2 télétravaille régulièrement. C'est à peu près stable. Et on a toujours 2,1 jours par semaine en moyenne qui se stabilise, donc une pratique vraiment qui s'ancre. On a toujours l'observation des phénomènes de jours de pointe à l'heure de pointe du matin. Toujours un écart assez important entre 18 et 20% par rapport au mardi, qui est l'heure de pointe la plus forte de la semaine. Et bien sûr, ce phénomène lié au choix préférentiel des actifs qui télétravaillent de choisir plutôt le vendredi que le mardi ou le jeudi. On a constaté avec les données de la SANEF, mises à disposition par la SANEF, on a même constaté le même phénomène sur l'autoroute A14, qui est une autoroute payante utilisée essentiellement par des cadres qui vont à la Défense. Et donc, on a ce même phénomène, même encore plus accentué, parce que c'est essentiellement des cadres. Donc, on a moins de 32% par rapport à un mardi. Et bien sûr, on a regardé par rapport à un réseau de mass transit qui est très fort, qui est comparable, donc le métro de Londres, grâce à Transport for London, qui nous a donné partagé ces données. On a aussi ce phénomène assez important, de 30% aussi d'écart entre un vendredi et un mardi. Voilà. Donc, pour comparer aussi le phénomène du week-end, on a regardé les évolutions, mais au préalablement, faut se méfier. C'est un samedi, ça représente, faut rappeler comme ces grands volumes de validation. Un samedi, ça représente l'équivalent de 65% d'un jour de semaine, et un dimanche, ça représente 44% d'un jour de semaine. En évolution, on a une reprise des trafics du week-end qui a été très rapide, et ce, malgré une offre parfois dégradée par les raisons de travaux de maintenance ou de modernisation de l'infrastructure ferroviaire. Et malgré ça, on a quand même une demande aussi bien présente le week-end, qui reste non négligeable. Voilà. Et donc, on a quand même une augmentation par rapport à l'avant Covid qui est de plus de 3%. Je vais passer la parole à Maïté. Oui, Merci merci. Jérôme.
Donc là, on vient de regarder effectivement l'évolution de la mobilité le week-end et l'usage du mass transit. On a souhaité ouvrir aux autres modes, regarder plus généralement comment se déplacent les franciliens le week-end. Et pour cela, donc, on a utilisé effectivement les données GPS. Donc juste une petite parenthèse rapide, c'est les données qui sont collectées lorsque l'utilisateur a donné son consentement et qui permettent, une fois nettoyées et travaillées, de reconstituer les déplacements. Donc cette analyse a été menée sur cette base. Donc là, quelques chiffres un petit peu macro pour introduire le sujet donc, du week-end. On retrouve les mêmes constats que ce que Jérôme vient de nous partager sur le mass transit, à savoir que le samedi reste un jour très fort, presque similaire à un jour de semaine. On voit que le dimanche est un petit peu en retrait, ce qui est assez classique. Cependant, ce qui peut être intéressant à voir, c'est que les distances parcourues, les distances médianes parcourues par personne par jour, sont relativement similaires entre la semaine et le week-end. On a des durées qui sont également assez comparables. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le côté temporel des déplacements. Si on regarde un peu plus géographiquement, par rapport à la zone de résidence, on voit que là, par contre, on a des disparités sur cette distance médiane notamment. Les Parisiens ayant une distance médiane d'environ 11 km, donc ce qui correspond à peu près au diamètre nord-sud, on va dire, de Paris, tandis que les résidents de Petite Couronne se déplacent sur le double de cette distance, donc 22 km, et les résidents de Grande Couronne encore plus, avec 28 km. Donc là, ça suggère un petit peu ce qu'on pressent, qui est qu'il y a un éloignement de certaines zones d'activité, telles que, pour réaliser des achats ou de loisirs, et qui donc nécessite un déplacement un peu plus long le week-end. En termes de durée de déplacement, en revanche, ça reste assez contenu. Et on le verra ensuite, c'est assez lié aux modes de transport qui sont utilisés, c'est-à-dire que c'est lié finalement à la vitesse de déplacement. Mais donc le temps dédié au transport reste assez similaire, mais on parcourt des distances un peu plus importantes quand on est un peu plus éloigné de la ville-centre. Ça, c'est un petit peu nos premiers grands constats, et puis je vais laisser Aurore développer peut-être. Oui, merci Maïté. Donc ça, toutes ces données, c'était les déplacements tous modes confondus. Et maintenant, on va regarder un peu plus précisément les déplacements, évidemment, en mass transit. Alors pour ce faire, nous avons analysé plus spécifiquement les déplacements radiaux entre le cœur de la métropole et la petite et la grande couronne, pour lesquels, hors Paris, je dirais, l'offre mass transit est la plus efficace. Donc là, je vais commencer par vous présenter, dans un premier temps, les déplacements des résidents de la petite couronne et de la grande couronne vers Paris intramuros. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que le week-end, donc le choix de la voiture est bien plus courant qu'en semaine, hein. La voiture devient même majoritaire, même pour se rendre depuis ces couronnes vers Paris intramuros. Donc on a essayé d'identifier des raisons. Donc une première raison, en particulier sur le samedi, c'est une question d'horaire. On constate que le samedi, 22% des trajets donc, en lien avec Paris, entre Paris et ses couronnes, ont lieu entre 21h et 5h du matin. Donc c'est toute cette partie-là du graphe où vous voyez vraiment ce pic de sortie du restaurant, du cinéma, du théâtre aux alentours de 23h. Voilà, donc ces 22%, ça représente 2 fois plus qu'en semaine. En semaine, on est à peu près à 10% des trajets qui sont faits dans cette tranche horaire entre 21h et 5h du matin. Donc ça peut expliquer un choix plus fort, je dirais, de la voiture, puisque sur ces créneaux horaires, elle est plus compétitive que le mass transit. Une deuxième raison qui a pu être identifiée, c'est une question d'habitude. Alors là, on a regardé plus précisément donc on est toujours sur les habitants des couronnes, et ce graphe est spécifiquement centré sur les habitants de la grande couronne. Alors, on a voulu regarder si les gens qui utilisent le mass transit en semaine, donc a priori pour aller travailler dans Paris, est-ce qu'eux se disaient le week-end, voilà, j'ai assez pris les transports, je vais prendre ma voiture, ou bien est-ce que ce serait plutôt l'inverse, ceux qui ne travaillent pas dans Paris, donc qui n'ont pas l'habitude de prendre le mass transit en semaine, quand ils vont dans Paris le week-end pour leur loisir, pensent-ils ou non finalement à utiliser le mass transit? Donc la réponse, elle est très claire en fait, hein. C'est l'habitude en fait qui prime. C'est-à-dire que les gens qui utilisent le mass transit en semaine, lorsqu'ils se rendent
dans Paris le week-end, ce qui ne concerne pas tout le monde, bien sûr, hein, ce qui explique qu'on soit que, entre guillemets, à 27%. Et donc, ils vont quand même choisir le mass transit dans des proportions très importantes. Les autres, voilà, soit ils ont pris leur voiture, soit ils sont tout simplement pas allés dans Paris le week-end, hein, pour la majorité. En revanche, voilà, quand on regarde les résidents de grande couronne qui n'utilisent pas le mass transit en semaine, seuls 7% d'entre eux ont utilisé le mass transit pour se rendre à Paris. C'est-à-dire qu'ils ont, très majoritairement, ils ont utilisé leur voiture. Voilà. Donc il y a vraiment ce sujet d'habitude. Et donc, ces habitants de la Grande Couronne qui ne travaillent pas dans Paris représentent 70% des habitants. Donc il y a un réel enjeu de faire mieux connaître cette solution à ces habitants qui n'utilisent pas au quotidien. Agnès, si tu Oui, souhaites. je reprends. Effectivement, je voulais en profiter aussi pour faire un clin d'œil à une étude qu'on a publiée en novembre dernier. Je sais, certains d'entre vous étaient peut-être d'ailleurs à cet événement qu'on avait organisé à la Cité des Sciences, puisque au sein de la Mass Transit Academy, nous avons une nudge unit, autrement dit une équipe qui travaille sur les sciences comportementales et voir comment ces sciences comportementales peuvent aider à une meilleure expérience client, une meilleure exploitation aussi en Mass Transit. Et on a fait une étude très récente auprès de 2000 franciliens en juin et juillet de l'année dernière pour voir quels seraient les leviers psychologiques qui aideraient de passer de l'intention, c'est-à-dire j'ai l'intention un jour de prendre les transports en commun ou de les prendre plus, à l'action, donc je vais les prendre. Et donc ce qui nous a surpris, c'est que le premier levier, à 37%, c'est la norme sociale. Donc c'est intéressant par rapport à ce que vient de dire Aurore autour de l'habitude. Il y a l'habitude et la norme. Autrement dit, la norme sociale, c'est plus les gens utiliseront les transports en commun le week-end, plus il y aura un effet boule de neige, puisqu'on se dira c'est normal de les utiliser, alors qu'aujourd'hui, la norme, comme l'a rappelé Aurore, c'est clairement la voiture. Donc il y a quelque chose à jouer autour de la norme. Pour votre information, les autres leviers intéressants aussi, juste en dessous de la norme sociale, c'était la capacité à se projeter, à se dire que je sais utiliser les transports en commun. Et notamment, voilà, comment, si je les utilise, je peux jongler si éventuellement je dois avoir une correspondance ou un sujet autour dans mon trajet. Donc, il y a quelque chose à jouer aussi là-dessus. Et un point qui est complètement connecté à notre sujet aussi, c'est plus je suis attachée à la région, plus j'ai envie d'utiliser les transports en commun. C'est lié à notre sujet, puisqu'on va en reparler encore plus longuement, voilà, autour des week-ends, de ce que les Parisiens notamment, mais aussi en petite et grande couronne, on fait le week-end autour de la région. Plus on se déplacera dans la région, plus on profitera de ces richesses, plus aussi on sera attaché à la région. Et donc, potentiellement, plus on passera de l'intention à l'action. Pour votre information, l'écologie arrive après encore, hein, mais vraiment très fortement, c'est cette norme sociale. Et donc, à nous aussi de travailler nos actions, notre marketing pour qu'il soit incitatif et crée cette norme sociale. Et je ne sais plus du coup qui reprend la main. Maïté. C'est moi normalement, oui, merci. Donc oui, on vient de regarder effectivement les déplacements, les flux des couronnes vers Paris. Donc si on regarde le flux inverse, donc à savoir des Parisiens vers les couronnes, toujours le week-end, on remarque donc un peu les mêmes constats avec un usage très fort de la voiture, mais qui l'est encore plus. C'est encore plus accentué sur ce flux inverse. Donc on a une part modale du mass transit qui est 13 à 21 points en dessous de celle du flux inverse, donc des couronnes vers Paris. Et on a de la voiture qui est largement dominante. On remarque en revanche qu'il y a quand même un usage du mass transit, mais qui est restreint finalement à la zone métro et donc à Paris intramuros. Donc c'est un comportement qui peut être assez similaire à celui des touristes qu'on avait vu en première partie. Si on regarde maintenant, donc on se dit, OK, donc pour aller vers les couronnes, finalement, les Parisiens utilisent la voiture. Cependant, si on regarde le taux de motorisation, on n'a que un tiers des ménages parisiens qui est motorisé. Et si on regarde la petite couronne, c'est la moitié. Donc ça pose quand même question de se dire finalement, voilà, on ne sort pas de la ville de Paris quand on y réside le week-end. D'autant plus que si on regarde les déplacements en dehors de l'Île-de-France, on a seulement 4% des déplacements qui sont réalisés en dehors de l'Île-de-France par les Parisiens. Donc ça confirme bien ce premier constat qui est que les Parisiens finalement restent majoritairement dans Paris intramuros,
évidemment s'ils sont non motorisés encore plus, et donc le week-end. Cette proportion, elle est d'un peu plus de 80%. Donc voilà, pour information, du nombre de déplacements réalisés dans Paris Intramuros par les Parisiens le week-end. Là, vous avez une carte à gauche qui montre la distance la plus éloignée qui a été réalisée par chaque personne donc le week-end. On voit bien que c'est contenu, encore une fois, dans Paris Intramuros. Et on a souhaité, donc ce qui nous a interpellés ici, c'est que finalement tous les grands espaces verts, les activités de plein air, les loisirs outdoors, on va dire, ont plutôt lieu en petite et en grande couronne. Et donc on a voulu regarder aussi quels étaient le niveau de fraîcheur que pouvait trouver un Parisien finalement en restant dans Paris le week-end. Et le constat, il est assez fort, c'est-à-dire que si on regarde le niveau de vulnérabilité à la chaleur, donc c'est par rapport aux zones de résidence, c'est la carte de droite que vous voyez, on voit qu'en fait on a 1,5 million de Franciliens qui sont concernés qui sont très vulnérables finalement à la chaleur. Et parmi eux, il y a 58% ou 57%, je ne sais plus, de Parisiens qui sont concernés, et 17% des habitants de Seine-Saint-Denis. Donc on a quand même ces habitants qui restent finalement le week-end dans la ville, qui pourtant présentent des caractéristiques assez, enfin qui auraient on aurait tendance à imaginer qu'ils auraient envie d'en sortir, notamment dans les jours de forte chaleur, pour bénéficier du coup de fraîcheur en dehors de cette ville-centre. Donc les plus vulnérables, effectivement, sont ceux qui sont les moins mobiles finalement. Si on regarde du coup ce besoin qu'on pressent d'aller chercher de la fraîcheur en dehors du coup de la ville, c'est ce qui est confirmé finalement par des enquêtes où on a quand même 93% des Franciliens qui déclarent aimer se rendre en forêt. Donc ça, c'est l'exemple qu'on a choisi ici pour illustrer le fait d'aller du coup en plein air et d'aller un petit peu plus loin de la ville. Et c'est particulièrement, ce besoin il est exprimé particulièrement par les habitants de la zone dense, des zones denses. Mais dans les faits, quand on regarde vraiment les fréquentations de ces espaces, donc c'est ce qu'on a souhaité faire avec les traces GPS, on a sélectionné 12 forêts franciliennes qui sont toutes accessibles en mass transit et qui plus est en mass transit avec des rames climatisées. Donc voilà, on se dit que vraiment c'est optimal pour s'y rendre. Et on observe quand même une fréquentation qui est relativement faible, donc 8 forêts sur 12 qui sont considérées comme peu fréquentées. Et dans les fréquentations qu'on observe, c'est des personnes qui résident à proximité. Donc on voit que il y a une image de difficulté d'accès, en tout cas à ces points-là, qui est remontée d'ailleurs dans les enquêtes également, alors que en fait, finalement, il y a bien cet accès qui existe. Donc ça rejoint le côté communication marketing dont parlait également Agnès. Si on regarde en revanche, quand même, il y a quelques zones, enfin quelques forêts qui sortent du lot. Il y a notamment Fontainebleau et Saint-Germain-en-Laye avec, à l'occasion de la fête des Loges, où on a une part de mass transit qui est plutôt de 10 points, donc qui est plus élevée que sur tout le reste, avec une fréquentation qui n'attire pas que les locaux, mais qui une zone d'attraction qui est un petit peu plus étendue. Donc là, on voit que c'est aussi des forêts qui offrent une offre de divertissement finalement, avec notamment à Fontainebleau tout ce qui va être escalade, et à Saint-Germain-en-Laye, du coup, la fête des Loges. Donc il y a cet élément-là qui semble attirer de plus loin et faciliter l'usage du mass transit pour s'y rendre. Donc on a déjà un petit peu abordé le sujet en parlant de marketing. L'idée effectivement, c'est vraiment de valoriser, un peu de donner de la visibilité. C'est souvent un manque de connaissances, hein, qui fait que ces lieux, ne sont pas, perçus comme accessibles, en mass transit. Donc on a déjà fait beaucoup de choses, hein, et notamment juste à la sortie du covid, on avait vraiment pressenti, ce besoin d'éclairer, de donner de la visibilité sur ce qui était possible de faire pour le week-end et pour les touristes en Île-de-France. Et on avait lancé, donc je ne sais pas si vous la connaissez, cette campagne, C'est pas loin en train, qui est très très bien relayée. Elle repose aussi sur des partenariats avec des communes, avec des lieux touristiques. On la développe essentiellement sur les réseaux sociaux, mais c'est là que ça se passe aussi, et notamment sur Instagram. On a travaillé avec des influenceurs aussi.
Et on a un partenariat très riche avec Enlarge Your Paris, je ne sais pas s'ils sont avec nous aujourd'hui, mais qui est vraiment très riche pour nous, avec des randos poly-train, donc des randonnées possibles en train. Il y a plein d'avantages à aller en train dans des lieux, et notamment pour les randonnées, puisqu'on peut voilà, descendre dans une gare, dans un lieu, marcher et puis rejoindre une nouvelle gare sans avoir à faire une boucle. On a tous les sujets aussi du vélo et du train qui ne sont pas simples, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, et Aurore pourra aussi compléter. C'est pas simple, mais le train peut accueillir des vélos en heures creuses, et c'est typiquement des heures creuses que celles du week-end. On travaille aussi, je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui en font partie avec Choose Paris Region. Évidemment, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut absolument qu'on soit en lien avec tous les acteurs du tourisme. On en parlait aussi tout à l'heure avec Airbnb. Voilà, il y a toute une action à mener pour que tous les acteurs valorisent le mass transit pour accéder à ces lieux touristiques. Aurore, je te repasse, je crois que c'est toi la parole. Voilà. Oui, pour terminer, quand même, un éclairage sur la contribution à la neutralité carbone. Donc, à la date d'aujourd'hui, les Franciliens parcourent déjà chaque week-end 67 millions de kilomètres en mass transit, dans le mass transit de l'Île-de-France. Voilà. Donc ça, c'est déjà absolument considérable. En distance, c'est l'équivalent de 6000 allers-retours entre Paris et New York, donc effectués chaque semaine. S'ils avaient été parcourus en voiture, au lieu d'être parcourus en mass transit, ça aurait généré 23 fois plus d'émissions de CO2. Hein. Un kilomètre parcouru en mass transit, c'est 23 fois moins d'émissions qu'un kilomètre parcouru en voiture, il faut le savoir. Voilà, et donc d'ores et déjà, on peut dire que ce mass transit francilien permet d'éviter chaque week-end l'émission de 7400 tonnes de CO2, ce qui correspond aux émissions liées à la production, par exemple, de 1,2 million de t-shirts, pour vous donner un équivalent. Donc ça, c'est à la date d'aujourd'hui. Donc, on est dans la phase de conclusion là, et on va vous laisser la parole ensuite. Il y a quelques questions dans le fil et puis certaines réponses ont déjà été apportées. Comme vous le voyez, cette étude, elle vise à la fois à observer, et c'est vrai que comme on l'a fait pour la 4e fois, on a vraiment une dimension observatoire dont vous a parlé notamment Jérôme, pour monitorer ce qui se passe. Et on est vers vraiment des changements profonds de la mobilité, notamment liés au télétravail. Et on est là aussi pour explorer. Donc, c'est ce qu'on a fait vraiment avec cette étude qui est complètement inédite sur ces volets touristes et week-end. J'ai un chiffre aussi à vous donner parce que ça montre l'appétence. Et donc, il faut allumer, il faut souffler sur les braises. Mais Enlarge Your Paris nous a dit qu'ils avaient mis en ligne en téléchargement une carte des forêts, puisqu'on a parlé des forêts accessibles à pied, et qu'elle a été téléchargée à 300 000 exemplaires. Donc, on voit bien qu'il y a du potentiel, il y a de l'attente, il y a du besoin, connecté aussi, malheureusement, parce que l'histoire est déjà un peu écrite avec le changement climatique. On voit que pour être résiliente, notre région, qui est une région à la fois hyper dense, mais aussi bénéficiant d'espaces naturels qui peuvent permettre aussi cette résilience, ça, c'est vraiment une histoire qui est devant nous, qui est déjà là. Et donc, il y a une valeur très forte sociétale aussi et d'attractivité pour la région d'Île-de-France à travailler le sujet de ce mass transit, utilisé le week-end par les touristes. Et on sait aussi que c'est une infrastructure, le mass transit, qui a son coût. Et donc, c'est un vrai sujet majeur que d'en augmenter son taux d'utilisation. Et c'est ce que permettrait le développement de tout ce potentiel d'utilisateurs le week-end et les touristes. Voilà, pour les touristes. Nous en avons terminé pour ce qui est de la présentation. Merci à tous. Et si vous le voulez, je vais reprendre le fil des questions que vous avez posées et auxquelles on n'aurait pas encore accordé de réponse. Alors, attendez, je reprends. Si on reprend, alors de mémoire, la première question était sur la data visualisation. C'est Maël Kaibo qui l'a posée. Sur la data visualisation, en fait, on a mis des capteurs donc c'est des caméras qui comptent dans les gares de la Plaine, Saint-Denis et du Stade de France. Et donc ces capteurs qui nous ont permis de disposer des datas
Alors après, les datas, c'est-à-dire ce que je vous ai montré, les cheminements, ça, c'est de la reconstitution. C'est pas un suivi GPS. Par contre, on est certain du nombre de personnes qui sont arrivées avec ce profil horaire-là dans nos 2 gares majeures que sont donc la Plaine Saint-Denis et le Stade de France. Ça, c'est vraiment des données de comptage par caméra. Ensuite, je pense que cette réponse vous convient. Si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Maël Caïbo, si je prononce Oui, bien. non, non, complètement, ça, merci, ça répond à ma question. Pour votre information, avant, on comptait manuellement et qu'à l'aller et que le sens parie vers le stade. Donc c'est vrai qu'installer, on voit bien comment installer des capteurs peut être un plus. Ils sont extrêmement fiables. On l'a pu du coup, on a fait un moment avec comptage manuel et comptage capteur et on voit à quel point ils sont fiables. Donc on n'a plus besoin maintenant des comptages manuels. Donc ça laisse aussi du temps aux agents qui faisaient du comptage pour faire de la gestion de flux. Et puis on dispose maintenant de data complètes, y compris au retour. Et on voit d'ailleurs des changements de comportement entre l'aller et le retour qu'on ne connaissait pas avant puisqu'on n'avait pas ce comptage. Estelle Chan qui a posé une question. Peut-être si vous êtes toujours là, peut-être la poser en direct, c'est encore mieux. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, parfait. Oui, en fait, je travaille avec Île-de-France Mobilité sur l'information voyageurs et euh, sur les questions de traduction dans les transports en commun. Et à ce titre, j'ai plusieurs questions à vous poser. Donc, en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les touristes, donc sur la première partie, voilà, vous aviez mentionné qu'ils avaient des difficultés à appréhender le réseau de transport francilien. Vous aviez déjà apporté les premiers éléments de réponse à ce titre. Donc, difficulté en fait à comprendre la billettique, les titres, etc. Difficulté aussi à préparer leur trajet. Enfin, c'est une réponse qui me paraît un peu étonnante parce que maintenant tout le monde a Google Maps, etc. Donc, est-ce que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin si vous avez des éléments de réponse? Donc ça, c'est ma première question. Et puis, une deuxième question, c'est, voilà, à quel point est-ce que la barrière, de la langue, ça représente réellement une difficulté, dans les transports, donc à tous les stades, à toutes les étapes, de voilà, de la préparation, à, prendre les transports une fois qu'on est en gare, dans les transports et une fois qu'on sort, comment est-ce que je me redirige vers le Stade de France, vers, le Louvre et cetera? Ça, c'est une deuxième question. Et 3e question, alors vous aviez déjà répondu du coup, au et au-delà de, l'encouragement à l'utilisation du forfait jour, est-ce qu'en fait il y a d'autres méthodes, d'autres pistes, qui pourraient encourager les touristes à utiliser le mass transit davantage? Merci beaucoup. Je suis désolée, c'est un peu long. Romain, je pense que tu as mis ta Alors, caméra, mais une ouais, partie des réponses est chez toi. Ouais. alors pour tout ce qui touche à la complexité, donc dans le cadre de l'enquête en fait au Stade de France, on proposait un certain nombre d'items, donc de réponses. D'accord? Donc là, c'est vraiment ce qui a été proposé, qui est ressorti, donc le fonctionnement du réseau, l'achat du titre, la connaissance du bon titre pour quel trajet et tout ce qui est information. Donc on n'a pas plus de détails que ça, effectivement, ça peut être creusé, mais là, c'était de la réponse c'était de la réponse multiple sur des réponses proposées en fait aux répondants. Alors après, effectivement, il y a des choses qui se préparent avec Google Maps, avec des applis. Hem, Ça, c'est la préparation. Après, il y a aussi la phase de déplacement où on est dans les transports. Ça peut être le fonctionnement du réseau, ça peut être de la recherche d'informations voyageurs. Donc là, j'ai vraiment pas le détail des réponses parce qu'on n'a pas plus que ce que l'on a eu là, mais ça peut être aussi en déplacement. C'est pas uniquement de la préparation. Sur la partie, de la langue, donc là, j'ai pas vraiment d'éléments. Il faut juste savoir qu'en Île-de-France et avec, Île-de-France Mobilité, on a certaines gares qui disposent de ce qu'on appelle le dispositif Welcome, où en fait, on a des agents d'accueil pour les touristes, et qui sont identifiables par une tenue et qui sont là pour répondre à leurs interrogations, pour les orienter et qui
sont multilingues en fait. Donc il y a plusieurs langues qui permettent de prendre en charge des touristes, mais vraiment en fait à l'accueil, en gare, sur les quais, hem, sur site. Et je ne sais plus s'il y avait un autre point pour moi, pardon. Je rajouterais là-dessus, vous l'avez peut-être vu, on est en train de le déployer un peu partout dans nos gares. En vue des JO, on est maintenant dans une traduction en 4 langues, et notamment même la communication en temps réel sur nos écrans. Donc le multilinguisme est quelque chose qui va vraiment se développer, et qui était d'ailleurs déjà installé quand il y a eu la Coupe du monde de rugby dans les gares les plus fréquentées. Français, anglais, espagnol, et j'en oublie un, voilà, si quelqu'un C'est peut l'allemand, m'aider. je pense. Voilà. Et puis après, sur les moyens, enfin, sur tout ce qui est billettique, comme vous travaillez avec Île-de-France Mobilité, vous devez le savoir que c'est vraiment le rôle d'Île-de-France Mobilité. Nous, le rôle de notre étude, c'est d'éclairer sur les attentes, les besoins, les comportements. Voilà, on met notre pierre à l'édifice, mais c'est pas de notre côté qu'on peut, enfin, quand je dis de notre côté, donc côté transilien, qu'on peut travailler le sujet de la billettique. Néanmoins, on peut aussi rendre plus visibles des forfaits jours qui permettraient de faciliter les déplacements. Alors, pour les Jeux Olympiques, il y aura bien des forfaits jours, mais ensuite, il faut voir aussi voilà, comment on incite à ne pas avoir des tickets unitaires, mais bien des tickets, enfin des possibilités ouvertes de forfaits qui faciliteront évidemment l'usage et au-delà des sites parisiens. On pourrait peut-être dire aussi, c'est vrai qu'on voit que de fait, les touristes, ils sont dans le métro. Ils sont tous dans le métro. Donc là, le métro sur lequel, évidemment, Transilien n'a pas d'action, impossible. En revanche, IDFM, bien sûr que oui. Et c'est vrai que par exemple, les cartes qu'on trouve dans le métro sont très, je dirais, très adaptées à un usage touristique dans Paris. On voit par exemple les monuments sur la carte du métro, on voit parfaitement à quelle station il faut descendre pour s'y rendre. Par contre, en revanche, la carte Île-de-France est plus technique, je dirais. On voit les lignes, par contre, les monuments ne sont pas représentés. Elle est non géographique, c'est-à-dire c'est schématisé. Donc il y a peut-être, je dirais, un terrain à investiguer à la fois sur les cartes qui sont affichées dans le métro et celles qui sont distribuées au guichet. Déjà, ce serait une manière peut-être abordable, je dirais, enfin, pas si coûteuse finalement, de donner de la visibilité, comme on disait, à ces sites touristiques hors Paris et hors zone métro, par exemple. C'est une piste qui est ressortie. Et pour un petit complément sur votre première question aussi, c'est vrai que dans les difficultés de compréhension, c'était pas tant alors, trouver l'information pour préparer le trajet, ça n'a été cité que par 3% des répondants. Donc, c'est pas tellement ça. En revanche, ce qui était beaucoup plus cité, c'était, voilà, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement du réseau. Donc, peut-être, voilà, le fait qu'il y a, il y a le métro, il y a le train, des fonctionnements différents. Ça semble rester aujourd'hui pour les touristes un point un petit peu bloquant ou un petit peu effrayant, on va dire. Et puis, le deuxième qui ressortait le plus, c'était le choix, effectivement, la difficulté à choisir le type de transport. On a une question, je pense, Maïté, pour toi je sais pas, sauf si tu y as répondu, mais je suis pas sûre, surtout sur les données, les sources de tes données, les patterns. Oui, j'étais en train d'essayer d'y répondre à l'écrit, mais c'est vrai que c'est peut-être plus simple à l'oral. C'était une question d'Auréliane, si j'écorche pas le prénom. Donc oui, Pattern, c'est une activité de OV, OV étant l'entreprise. Et donc, on répond à des problématiques de mobilité en utilisant de la data. Et parmi ces datas, donc c'est ce qu'on a présenté aujourd'hui, on utilise les données GPS. Donc je crois que c'était la seconde partie de la question. Les données GPS, en fait, on va les transformer de signaux bruts en déplacements. Ce qui nous permet de mener différentes analyses et notamment ensuite d'en déduire le mode qui a été utilisé. Donc, comment on fait la différence entre la voiture et le mass transit? Je crois que c'était la question. On va regarder à l'origine du déplacement, au moment du départ, quelle était l'offre disponible avec une petite marge de tolérance pour éviter de ne prendre en compte que des horaires théoriques, mais de prendre en compte les retards ou les avances potentielles. Et donc, on va regarder l'offre qui est disponible et si cette offre, en mass transit, elle correspond aux traces du déplacement. Donc si, géographiquement, ça coïncide, les données GPS étant assez précises, elles permettent d'avoir une géolocalisation à quelques mètres, on va affecter ce déplacement au mode mass transit. Et si c'est pas le cas, on a d'autres critères également de vitesse, de distance pour, identifier des piétons, pour identifier effectivement aussi, les modes motorisés, donc la voiture.
sais pas si ça y répond. Merci beaucoup. Il y a une question, que je ne suis pas sûre de bien comprendre, de Christelle Berthevas, parce que je ne sais pas de quelle étude vous parlez. Oui, bonjour. Je suis à l'Office du tourisme du pays de Fontainebleau. En fait, on a vu des articles qui sont sortis. C'est sûrement une étude complémentaire, hein, c'est sûrement pas celle-là, mais ça peut être traité à côté. Si j'ai bien compris, d'une stratégie un petit peu d'évitement des trains de banlieue lors des JO. Et du coup, c'était, comment dire, je crois que c'est sorti dans le Parisien. Et du coup, je m'interrogeais si vous aviez des données là-dessus ou si c'était une étude complémentaire à laquelle on pouvait avoir accès. Jérôme, Dany, ça vous dit quelque chose ou Aurore? Il y a eu un article du Parisien suite à notre étude. Oui, Et nous, donc c'est le constat qu'on a fait, hein, qui était de dire effectivement les touristes de la Coupe du monde de rugby restent c'est ça. Paris intramuros, mais ce n'est pas une étude sur les Jeux Olympiques. Enfin, je veux dire, c'est la D'accord, même. c'était. Je pense que c'est la même. Et D'accord, ça augure pas de ce qui va se passer pas dans les Jeux, justement parce qu'on a éclairé ce qui s'est passé pendant la Coupe du monde de rugby, même si bien sûr c'est un événement différent, hein, on en est conscient. Ça permet justement d'éclairer et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer l'usage. d'accord, Mais je pense pas d'accord. qu'il y en ait une autre. Mais je sais pas. Aurore, Non, non, c'est Dany. Ouais, exactement ma Ah, bien question. sûr. Merci pour cet éclaircissement. C'était, d'accord. voilà, ouais, on avait compris que c'était une étude faite justement pour anticiper Mm. effectivement ce qui se passait avec une crainte d'une faible fréquentation des trains de Transilien. Et comme nous, on est en seconde courante, c'est vrai que ça a attiré notre attention. Bien Voilà. sûr. Mm. Merci. On vous communiquera l'étude, hein. De toute façon, on va en parler juste à la fin. On est presque arrivé à la fin. Peut-être la forêt de Chantilly, c'est répondre à la question qu'on n'aurait pas Oui, étudié merci. la forêt de Chantilly. Voilà, vous êtes Ouais, là, Anne. ouais. Euh, En fait, on a regardé l'ensemble des forêts accessibles en mass transit au sein de l'espace francilien et on a retenu que 12 exemples, hein. Il y en a d'autres, hein, qui sont accessibles en mass transit. Et la forêt de Chantilly, on n'a pas regardé vraiment la forêt de Chantilly parce qu'on est au-delà des limites Oui, régionales. Voilà. ouais. Et vous avez, en fait, tout vient du problème du bout de ligne du RERD qui me. Enfin, c'est ce qui fait aussi que vous m'avez invité. Mais c'est vrai qu'on est en bout de ligne hors de la région Île-de-France, en Hauts-de-France, mais on est quand même desservi par Oui. Transilien via le RERD. Et j'avoue que pour moi, c'est mon obsession, c'est de faire comment, finalement, de par ce lien, quelqu'un me posait une question, la différence entre RER et train. Ben, la différence entre un RER et un train, c'est que le RER, il passe à travers Paris et en fait, il est quasiment comme un métro. Il est ressenti comme un métro par beaucoup. Je me disais que c'était une espèce de ligne de vie qui comment dire, rattachait et le château et la forêt, finalement, à la région parisienne. En plus, on est à 50 km de Paris, on est même plus proche que Fontainebleau géographiquement. Voilà, moi, je crois que Agnès est au courant de ma réflexion. C'est quelque chose qui m'obsède pas mal parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire entre Chantilly et justement pour développer la fréquentation le week-end. Voilà, j'aurais voulu moi pouvoir poursuivre la conversation là-dessus avec vous sur justement cette communication qui dit en gros, voilà, on expérimente le mass transit le week-end. Je pense que ça serait une très bonne façon de développer l'offre en parlant de Chantilly, qui est à 50 km de Paris, voilà, et qui est desservi par le RERD, alors pas assez régulièrement à mon goût, mais qui l'est tout de même. Voilà. L'équipe l'équipe du secrétariat général de Transilien qui gère notamment hein, tout ce qui est C'est pas loin en train et tous les partenariats vous écoutent, vous entendent. Donc, je Voilà. pense qu'ils pourront relayer aux bonnes personnes votre demande et votre attente. Alors, avec qui je peux continuer cette conversation? Je suis désolée de monopoliser Je laisse Kaina répondre aussi. Oui, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mes coordonnées, vous mettre en contact peut-être directement avec la ligne et donner suite en fait pour que vous puissiez être
au bon endroit, mais je vous envoie juste après mon adresse mail et mes coordonnées. Merci, c'est très aimable. On est arrivé au bout. Je pense qu'on a répondu à presque tout. Merci aux auteurs de regarder dans le chat s'il y a une réponse que vous pourriez faire directement. On va, je parle sous ton contrôle, Kaina, vous adresser la présentation. J'en profiterai aussi, Kaina, si ça te va, de vous adresser aussi le communiqué de presse que nous avions fait sur l'étude Nudge sciences comportementales, parce que je pense qu'elle est très complémentaire, pourra vous apporter un autre éclairage. Peut-être, Jérôme, tu pourrais mettre aussi le lien vers la note rapide, parce que vraiment, c'est la source, c'est la Bible. Et je pense que si vous êtes intéressé, regardez bien cette note rapide qui est en ligne sur le site de l'Institut Paris Région. Je ne sais pas si vous voyez autre chose à vous partager. Les auteurs, vous me dites. Et il y aura un replay. Donc, on a été enregistré. Et donc, ce replay, bon, vous y étiez, donc ce sera peut-être moins utile, mais n'hésitez pas, en tout cas, à en faire après le relais si vous souhaitez que d'autres personnes que vous puissent voir ce webinaire. Voilà, j'en profite donc pour remercier tous les auteurs. Voilà, vous avez dû le sentir, on est vraiment une équipe très soudée. C'est un collectif voilà, qui, de A à Z, travaille sur cette étude jusqu'à sa diffusion et son rayonnement, ce qu'on vient de faire avec vous ce matin. Donc, j'en profite pour de nouveau les remercier. Et puis, on verra pour si une 5e édition et sur quoi. Là, on a un petit moratoire, en tout cas pour côté Transilia et Maastricht Academy, puisqu'on se consacre à 100 000% aux Jeux Olympiques. Mais après les Jeux Olympiques, on pourra sûrement retravailler sur un autre angle, tout en gardant ce côté observatoire. Comme je vous dis, observer, explorer, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire avec cette étude. Merci à tous. Merci de vous être connectés. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Les auteurs, si vous voulez rester un tout petit peu, n'hésitez pas. Bonne journée à tous. Au revoir. Auteurs organisés.